Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Cessez-le-feu fragile au Soudan alors que cette trêve négociée par les États-Unis est entrée en vigueur depuis le 24 avril à minuit. Plus de 270 000 civils devraient fuir vers le Soudan du Sud et le Tchad. Le Tchad qui a par ailleurs invité les deux parties en conflit au dialogue. Prise de parole du président Alassane Ouattara face au Parlement en Côte d'Ivoire. Durant son discours, le chef de l'État a notamment mis l'accent sur un programme visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Programme estimé à plus de 1000 milliards de francs CFA. Et puis l'inauguration au Congo d'un centre d'excellence de recherche sur les énergies renouvelables, un établissement qui doit permettre au pays d'exploiter ses potentialités, notamment en matière d'hydroélectricité. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le bilan s'alourdit après l'attaque du village de Karma au Burkina Faso. Le nombre de victimes a dépassé la centaine de personnes. Un précédent bilan faisait état d'une 60aine de morts. Des nouveaux chiffres divulgués ce 25 avril par un collectif de survivants. La porte-parole du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, évoque quant à elle le décès d'au moins 150 civils. Rappelons que l'attaque a été perpétrée le 20 avril dans ce village situé dans la province du Yatenga au nord. À qui imputer ce massacre? Le procureur du tribunal de grande instance de Waïgouya, Lamine Kaboré, avait déclaré que les victimes, je cite, auraient été tuées par des personnes arborant des tenues des forces armées nationales. Une enquête a été ouverte. Au Soudan, un cessez-le-feu fragile de 72 heures est entré en vigueur depuis ce 24 avril à minuit. Un cessez-le-feu négocié par les États-Unis et conclu entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Une accalmie annoncée alors que les affrontements perdurent depuis le 15 avril. Gladys Momba. Après 10 jours de combats meurtriers, une trêve semble se profiler au Soudan. Les deux parties en conflit, à savoir l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Hemedti, ont accepté un cessez-le-feu de 3 jours, décrété le 24 avril, sous la médiation du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Après d'intenses négociations ces dernières 48 heures, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, FSR, ont accepté de mettre en œuvre un cessez-le-feu dans tout le pays à compter de minuit le 24 avril, devant durer 72 heures. Cette trêve, entreprise sous médiation américaine et confirmée par les forces de soutien rapide du général Hemedti, est dédiée à l'ouverture de couloirs humanitaires et à la facilitation du mouvement des civils, telles que notamment les opérations d'évacuation des ressortissants étrangers mises en place par plusieurs chancelleries occidentales. Cette trêve devrait donner lieu à un dialogue sur les modalités d'un cessez-le-feu définitif, un souhait formulé par la communauté internationale. Nous poursuivrons nos efforts avec nos partenaires pour obtenir un arrêt définitif des combats dès que possible. En collaboration avec les organisations humanitaires sur le terrain, nous reconfigurons notre présence au Soudan pour nous permettre de continuer à soutenir le peuple soudanais. Soyons clairs, l'ONU ne quitte pas le Soudan. Notre engagement est envers le peuple soudanais, à l'appui de ses souhaits d'un avenir pacifique et sûr. Nous sommes à leur côté en ces moments terribles. Ce nouvel accord de cessez-le-feu de 3 jours reste fragile car depuis plusieurs jours, chaque trêve décrétée a été brisée malgré l'acceptation par les deux camps d'une cessation temporaire des hostilités. Ce conflit a poussé à l'exode des milliers d'habitants de la capitale Khartoum depuis le 15 avril. Selon le dernier bilan dressé par l'Organisation mondiale de la santé, ces combats ont déjà fait plus de 420 morts et 3700 blessés. Et sachez que ce mardi, 2 obus ont touché un centre médical de la ville d'Omdurman. Le bilan fait état d'une vingtaine de blessés. Et alors que les tensions persistent au Soudan, les civils en payent un lourd tribut. Face à ces violences qui ont fait plus de 400 morts, les Soudanais ont été contraints de fuir vers les pays voisins. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime que jusqu'à 270 000 personnes pourraient venir trouver refuge au Soudan du Sud et au Tchad. Le Tchad qui, par ailleurs, a invité les deux parties en conflit au dialogue. Corinne Kamsoeoni.
Au Soudan, les affrontements se poursuivent alors que la communauté internationale a négocié un cessez-le-feu de 72 heures, activé aux premières heures de ce mardi 25 avril, pour la création de couloirs humanitaires et tenter de faire asseoir les deux chefs militaires en conflit. Dans le même temps, le Tchad, dont une rumeur distillée par certains supports médiatiques indiquait son implication dans le conflit aux côtés d'un belligérant, n'a pas tardé pour démentir ce que les autorités tchadiennes qualifient d'informations erronées. J'ai écouté ou j'ai vu dans les réseaux sociaux une soi-disant dépêche venant d'une chaîne respectée, Al Jazeera, qui dit que de sources diplomatiques tchadiennes, on avait appris que le Tchad a pris position pour tel ou tel. Je voudrais démentir de la façon la plus solennelle possible que c'est une information erronée et c'est dommage qu'une chaîne comme Al Jazeera puisse être le relais d'une telle information, à moins qu'elle me dise de quelle source diplomatique elle a obtenu cette information erronée. Je déplore en tout cas cela. Depuis le début des violences, le 15 avril, les sources humanitaires informent que plus de 20 000 personnes se sont déjà réfugiées. Du côté du Tchad, un effectif qui pourrait se multiplier par 6 au moins dans les jours à venir. Plusieurs combattants tchadiens sont actifs au Soudan, pays qui partage avec le Tchad 1360 km de frontières terrestres très poreuses, avec notamment la région soudanaise du Darfour. Le président de la transition au Tchad, le général Mahamad Idriss Déby, a, à l'occasion de la récente fête du Ramadan, invité les deux chefs militaires soudanais à dialoguer pour éviter le pire à leur pays. Du haut de cette tribune, je réitère mon appel à l'endroit de toutes les parties belligérantes soudanaises à mettre un terme à l'affrontement et à privilégier la voie du dialogue pour parvenir à une issue pacifique à la crise qui secoue ces pays frères et voisins. Plusieurs observateurs craignent que la persistance des affrontements au Soudan n'affecte le Tchad qui va devoir faire face à une nouvelle pression humanitaire et sécuritaire. Le général Abdel Fattah Abdelrahman Al-Burhan dirige le Soudan et l'armée nationale depuis le putsch de 2021 et son adjoint, désormais rival, le général Mohamed Abdan Daglo dit Emeti, commande les forces de soutien rapide. Les deux sont en conflit suite au désaccord sur les modalités de fusion des deux forces sécuritaires. Avec la persistance des combats, plusieurs pays ont appelé leurs ressortissants à quitter le Soudan. Dans l'actualité également, le discours du président ivoirien Alassane Ouattara face aux parlementaires réunis en congrès. Ce 25 avril, le chef de l'État est venu dresser un bilan de ses actions. Sécurité, cohésion sociale, santé ou encore projection économique étaient notamment au cœur de son discours. À ce propos, le dirigeant ivoirien a divulgué des chiffres encourageants, chiffres selon lesquels le taux de croissance du PIB est projeté cette année à 7,2%. Autre point phare de son discours, le président a évoqué la mise en œuvre de ce qu'il qualifie de plan Marshall pour la jeunesse. Ce programme doit s'étendre sur la période 2023-2025. Objectif, favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Je vous propose de l'écouter. J'avais indiqué au Premier ministre et au ministre Touré que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré, c'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. La mise en œuvre de cet ambitieux programme sur la période 2023-2025 est évaluée à plus de 1118 milliards de francs CFA et il permettra d'offrir des opportunités et de toucher près de 1,5 million de jeunes dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle. C'est donc un véritable plan Marshall pour la jeunesse qui sera mis en œuvre pour celles et ceux qui sont l'avenir de la nation. L'actualité, c'est aussi le rétropédalage de l'Afrique du Sud après les propos du président Cyril Ramaphosa. Ce 25 avril, la présidence a souhaité, je cite, « clarifier le fait que l'Afrique du Sud reste signataire du statut de Rome ». Une clarification survenue après la conférence de presse de l'ANC, le Congrès national africain. Quelques heures plus tôt, le chef de l'État avait en effet indiqué, je cite, « le parti au pouvoir a tranché, estimant prudent que l'Afrique du Sud se retire de la CPI ».
Une erreur de communication, estime la présidence, en lien avec le mandat d'arrêt émis par la juridiction à l'encontre du président Vladimir Poutine, le chef de l'État russe qui devrait justement se rendre en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS prévu au mois d'août. Et en tant que membre de la Cour pénale internationale, Pretoria est censé procéder à son arrestation s'il foule le sol sud-africain. Le Congo poursuit ses efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Les autorités ont inauguré le 23 avril un centre d'excellence de recherche sur les énergies renouvelables. L'établissement est situé à Oyo, dans le département de la Cuvette. Coût estimé de ce chantier environ 24 millions d'euros. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. La République du Congo renforce ses capacités à faire face aux effets du changement climatique. Les autorités ont procédé à l'inauguration d'un centre d'excellence en énergie renouvelable le dimanche 23 avril dans la ville d'Oyo, dans le département de la Cuvette au nord du pays. L'inauguration de ce centre procède de l'engagement de l'État congolais à remplir les objectifs de développement durable et à faire face au changement climatique. L'inauguration de ce centre va permettre à notre pays d'entreprendre non seulement la recherche fondamentale, la recherche appliquée, c'est-à-dire de trouver les moyens de pouvoir apporter des réponses aux questions que les sociétés se posent, notamment dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Le coût des travaux du Centre d'excellence d'Oyo, visant le développement des recherches appliquées dans le domaine des énergies renouvelables, est estimé à 24 millions d'euros, soit plus de 15,7 milliards de francs CFA. La recherche que nous allons pouvoir produire à Oyo sera une recherche de qualité. Nous avons fait en sorte que non seulement les installations, les équipements et aussi l'expertise qui va pouvoir y être déployée correspondent aux normes prescrites. Et pour cela, nous bénéficierons de l'expertise de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui va nous permettre, effectivement, lors de l'opérationnalisation du centre, de faire en sorte que la certification du centre puisse être obtenue au niveau international. Fruit de la coopération entre la République du Congo, la compagnie pétrolière italienne Eni et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI, le centre d'excellence d'Oyo accueillera les étudiants, chercheurs, enseignants-chercheurs locaux et internationaux. Du sport à présent avec les quarts de finale allée de la Coupe de la Confédération de la CAF. Parmi les temps forts de ces rencontres, la performance de la Tanzanie qui a pris une sérieuse option dans la course vers les demi-finales. Les Tanzaniens se sont imposés sur un score de 2-0 face aux Nigérians. Retour sur cette rencontre avec José Douglas. Et nous débutons avec le match entre les Égyptiens de Pyramids FC et les Sud-Africains du Marumo Gallants. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul, un but partout dans ces quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Sur la pelouse du 30 juin Stadium du Caire, Ranja Shivaviro ouvrait le score pour Marumo Gallants et Pyramids, égalisés dans le temps additionnel sur pénalty grâce à Ramadan Sobi. US Monastir, ASEC Mimosa 0-0 sur la pelouse du stade Amadi à Gerbi de Rades. Il faut attendre le match retour en Côte d'Ivoire pour déterminer l'équipe qui aura sa place dans le carré d'As. Match retour qui s'annonce compliqué. Notre préparation, elle a été effectuée par beaucoup de matchs, puisqu'on avait énormément de matchs en retard dans notre compétition. Donc il a fallu compenser ce retard. Donc on a enchaîné depuis la qualification par 5 matchs déjà niveau local. Les Ivoiriens ont dominé Rades, mais n'ont pas réussi à marquer gare au piège tunisien pour ce match retour. Les deux équipes ont eu le même nombre de points, un parcours très similaire dans leur poule, en termes d'efficacité, de buts, de résultats obtenus, etc. Sauf qu'ils avaient un concurrent qui était en termes de points au même niveau. Mais on sait que c'est une bonne équipe, mais on sait aussi que ça va se jouer sur les deux matchs. Les Tanzaniens de Young Africans ont réalisé le score parfait pour se diriger vers les demi-finales en battant les Nigérians de Rivers United 2-0 à Uyo. L'attaquant congolais de Young Africans inscrivait un doublé en 8 minutes à la 73e avant de doubler la marque à la 81e minute.
L'USM Alger a réalisé une bonne opération en battant l'Esfar de Rabat 2-0 au stade du 5 juillet. Saadi Redouani a ouvert le score à la 43e minute et le capitaine Zinedine Belaïd inscrit le deuxième but à la 62e. Match retour au stade Moulay Abdelham de Rabat. Et regardons justement le tableau des matchs retour prévus ce dimanche 30 avril 2023. ASEC Mimosa contre Monastir, Marumo Gallants contre Pyramids FC, Yount Africans contre Rivers United et Phare de Rabat contre l'USM Alger. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.